Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est à son second ouvrage. Il s'appelle Ngor Dieng. Il est l'auteur de l'ouvrage Le Sénégal entre illusion et illumination. Ngor, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Top, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon ouvrage, mon deuxième ouvrage, à travers cette émission-là que vous animez et que j'ai l'habitude de suivre souvent. Merci beaucoup. Je vous en félicite. C'est un plaisir. Alors, Ngor, vous avez dépeint la société sénégalaise à travers son caractère illusionniste et parfois illuminationniste. Pourquoi le choix de ce titre d'abord? Bon, le choix du titre s'explique par ce que vous avez tantôt dit à travers votre question. C'est-à-dire c'est le Sénégal illusionniste, d'une part, et d'autre part aussi le Sénégal illuministe, donc où jaillit la lumière. Donc parce que le Sénégal n'en manque pas aussi, le Sénégal ne manque pas de lumière qui puisse inspirer, qui puisse servir d'exemple à la jeunesse, à la population. De la même manière aussi, il y a beaucoup d'illusions au Sénégal, beaucoup de leurres, donc et beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens véritablement de permettre à ce pays-là d'aller de l'avant. Donc chacun fait semblant d'être plus malin que les autres, chacun fait semblant d'être plus intelligent que les autres, alors que en réalité ce qui peut nous faire avancer, c'est que les gens se retrouvent ensemble pour bâtir quelque chose ensemble, en ayant une direction commune et des objectifs précis aussi, et sur lesquels ils vont travailler dans la durée. Vous avez accordé beaucoup d'importance à l'éducation, à la question de la citoyenneté, mais également aux questions géopolitiques. Aujourd'hui, justement, il y a une situation aujourd'hui qui est en train de... En tout cas, il y a un vent géopolitique quelque peu, pas du tout rassurant, qui est en train de souffler en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous avons vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire et même en Guinée-Conakry. Nous avons au Sénégal, quelque part, une ombre qui est en train de suivre aussi la situation du Sénégal. Comment voyez-vous aujourd'hui géopolitiquement la situation de l'Afrique de l'Ouest? Bon, vous savez que l'Afrique de l'Ouest, surtout l'Afrique francophone, donc c'est-à-dire les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, sont souvent des pays qui traversent des crises de ce genre. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui on en parle, mais il y a de cela quelques années, vers les années 2010-2011. Exact. Donc il y avait aussi une crise de cette nature-là qui avait abouti à la chute du président Gbagbo et à l'élection du président Ouattara. Au Mali c'est la même chose, en Guinée. C'est comme un virus qui est là et qui revient toujours pour piquer et faire encore des dégâts. Bon, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas su jusque-là tirer les leçons de l'histoire pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Parce que je me suis dit que dans cette période de pandémie où l'humanité lutte contre un virus, je pense que les priorités ne devraient pas être orientées sur les questions de pouvoir, les questions de mandat, mais plutôt les énergies devraient être mobilisées pour faire face à la pandémie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire qui est là et qui est agitée, la Guinée où on parle encore de 3e mandat avec Alpha Condé, le Sénégal où la menace est en train de planer, alors que c'est des gens qui au début avaient quand même de bonnes intentions, et pouvaient être considérés comme des exemples. Quand je parle de ça, je peux donner l'exemple de Alpha Condé qui a été là avec les années de la faïence en France, mais qui malheureusement, donc une fois au pouvoir, est en train de passer à côté, alors qu'il faisait partie de ces figures-là emblématiques de la lutte des étudiants d'Africains en France, de ceux qui prônaient le panafricanisme, de ceux qui prônaient l'indépendance de l'Afrique. Mais une fois au pouvoir, ils changent radicalement de position, ils changent radicalement d'idée. Bon, je pense que quand même on doit revoir sérieusement ces questions de pouvoir en Afrique, ces questions d'élection, ces questions de dirigeants et se mettre dans la tête que ces dirigeants-là doivent être au service du peuple au lieu d'être au service de leur propre famille ou bien de leurs propres intérêts. Dans les années 2008, 2009, 2010, on parlait de printemps arabe. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Il y en a qui parlent de printemps en Afrique de l'Ouest. Êtes-vous d'accord? Bon, en tout cas, c'est peut-être on a l'habitude de dire que comparaison n'est pas raison.
c'est vrai que le printemps arabe, c'est un peu autre chose parce que c'était quelque chose de spontané. Ouais. Alors qu'en Afrique, c'est des choses qui sont là, dont les prémices sont visibles. Parce que c'est ça, les questions de mandat, par exemple, ce n'est pas des questions spontanées. Parfois, c'est des questions de provoquées, c'est des questions voulues et qui encore occupent la scène politique au niveau de ces pays-là et qui les retardent. Donc, on ne peut pas effectivement peut-être faire cette comparaison parce qu'en Afrique, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée aurait dû être évité. Et c'est dû tout simplement à la volonté de dirigeants qui veulent encore se maintenir au pouvoir. Alors que le printemps arabe, c'est arrivé à partir de choses spontanées, non programmées, qui sont venues, qui sont un peu tombées du ciel pour pouvoir provoquer tout ce que cela a provoqué au niveau de la Tunisie, au niveau de l'Égypte, au niveau des pays arabes. En dépeignant la société sénégalaise, vous avez pointé du doigt l'éducation sénégalaise. Comment se porte aujourd'hui notre éducation, selon vous? Bon, moi je suis de ceux qui pensent que l'éducation quand même traverse une crise depuis des décennies. Mais malheureusement, on n'a pas su jusque-là trouver les solutions les plus idoines pour pouvoir arrêter cette saignée-là qui gangrène la bonne marche de notre système éducatif. En 1981, avec l'arrivée d'Abdou Diouf au pouvoir, il y avait ce qu'on appelait les états généraux de l'éducation et de la formation. Donc, qui avaient abouti quand même à des conclusions qui, à mon avis, n'ont pas été appliquées telles qu'elles ont été élaborées par les différents acteurs de l'époque. Et c'est toujours le cas. En 2014, il y avait encore les assises de l'éducation et de la formation. Nous avons de très bonnes conclusions. Les acteurs sont impliqués. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de l'application, de l'applicabilité des mesures ou bien des conclusions auxquelles les travaux ont abouti. Si les autorités avaient bien suivi et que si les acteurs aussi étaient dans la dynamique de pouvoir apporter les changements qu'il faut, je pense qu'on aurait dû traverser toutes ces difficultés-là que l'école sénégalaise traverse depuis des décennies. C'est une école qui est là, qui est malade, et tout le monde sait que l'école est malade. Mais en réalité, on n'est pas là. J'ai comme l'impression qu'on ne veut pas trouver des solutions sérieuses pour pouvoir traiter ce malade-là et lui permettre de retrouver sa santé et peut-être de faire son travail correctement. À chaque année, on essaie de faire du colmatage, on perd du temps, mais à chaque fois, on sauve l'année de justesse, malgré la pandémie. Même dans les années où il n'y avait pas de pandémie, on sauvait toujours l'année de justesse. Alors que nous avons les ressources, nous avons les ressources humaines nécessaires, même les ressources financières, du moins, ce n'est pas normalement ce qui devrait faire défaut. Seulement, je me dis que l'investissement, les secteurs ou bien la manière dont on investit cet argent-là, peut-être n'est pas la meilleure des manières. Mais l'État injecte des milliards dans l'éducation, mais on se pose toujours la question de savoir où passent ces milliards-là. Ces milliards-là sont dépensés pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'il n'y ait plus d'abri provisoire? Est-ce que c'est pour, par exemple, permettre aux enseignants d'avoir un traitement salarial à la hauteur de leur travail? Est-ce que c'est pour permettre, etc. etc. C'est autant de questions qu'on peut se poser et auxquelles aussi on n'est pas parvenu à trouver des réponses exactes. Aujourd'hui, si on devait situer la responsabilité de ce malheur, puisque c'est un malheur, lorsque un pays a des problèmes d'éducation, sa société peut être dépravée, sa société en tout cas ne peut pas assurer un bon relève. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faudrait selon vous pour d'abord, situons les responsabilités selon vous? Qui est ou bien qui sont les responsables de cette situation? Moi, je pense que nous sommes tous responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive à notre école. Les autorités étatiques ont leur part de responsabilité. Les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les élèves, les parents, ont aussi leur part de responsabilité. La société sénégalaise aussi a sa part de responsabilité dans ce qui arrive à l'école sénégalaise, parce qu'elle ne s'est pas bien appropriée de l'école sénégalaise. Et ça aussi, il y a des raisons. Parce que est-ce que l'école sénégalaise prend en charge effectivement les préoccupations de la société sénégalaise? C'est une question. L'État qui est là, qui a les moyens, qui a le pouvoir, qui peut donner des directives, qui peut donner des orientations aussi, le fait, mais bon, peut-être ne le fait pas toujours de la meilleure des manières. Les ressources qu'il met dans le secteur de l'éducation ne sont pas toujours dépensées comme il le faut, ou bien en tout cas qu'elles soient dépensées au service de l'éducation exclusivement. Les
les acteurs, les enseignants. Les enseignants aussi ont leur part de responsabilité. Quand je parle des enseignants, je parle des syndicats d'enseignants. Parfois, peut-être qu'ils sont là aussi, ils sont là du moins. Parfois aussi, elles défendent leurs intérêts, parfois même au détriment de l'école. Et les élèves aussi. Quand je parle des élèves, je parle des parents. Derrière les élèves, il y a les parents qui sont là, qui semblent démissionner en tout cas de l'éducation, de l'instruction de leurs enfants, ce qui fait que c'est un ensemble de responsabilités qui n'ont pas été bien assumées, qui ont abouti du moins à la situation actuelle de l'école sénégalaise, qui est une école en crise, qui est une école qui est agonisante, qu'on sauve à chaque année de justesse. Et je pense que si tout le monde s'asseyait autour d'une table et se disait la vérité et prenait la ferme décision de pouvoir trouver des solutions à l'école sénégalaise. Et quand je parle de l'école, c'est l'université. Je pense qu'on aurait dû trouver les solutions qu'il faut, parce que tant qu'on ne trouvera pas des solutions au problème du système éducatif, tant que l'école sénégalaise sera en crise, la société sénégalaise aussi sera en crise. Parce que la société sénégalaise ne sera que le reflet de l'école sénégalaise et vice-versa, c'est-à-dire aussi l'école sénégalaise ne sera que le reflet de la société sénégalaise, qui est une société en crise, qui produit aussi une école en crise. Justement, vous avez parlé aujourd'hui que la société sénégalaise produit aujourd'hui une école en crise parce que la société elle-même est en crise. Mais là, si on pointe ce doigt-là et qu'on déplace un tout petit peu le curseur, est-ce que l'on ne parlerait pas de problème de citoyenneté? Et que lorsqu'on parle de citoyenneté, on ne pourrait pas y exclure l'éducation, bien évidemment. Bon, moi j'ai l'habitude de dire que l'enfant c'est à la famille de l'éduquer. Mais il ne s'agit pas seulement d'enfants, il y a également les étudiants. Mais le citoyen, c'est à la République de l'éduquer. Donc quand on parle de citoyenneté, je pense que la responsabilité va au-delà de la famille. La responsabilité, c'est maintenant l'école. La responsabilité, c'est l'État. Donc je pense que pour qu'on ait des citoyens modèles, il faudra passer nécessairement par l'école et par l'université. C'est l'école et l'université qui doivent inclure les valeurs citoyennes, les valeurs patriotiques, les valeurs républicaines aux enfants de la République. Exact. Donc, ce qui fait que, comme l'école est en crise, forcément aussi la citoyenneté, le patriotisme, le civisme sera en crise. Parce que tout simplement, on ne nous apprend plus à l'école un certain nombre de choses. On ne nous apprend plus à l'école à aimer notre pays. On ne nous apprend plus à l'école à ne pas, par exemple, mais quand quelqu'un passe par le système éducatif sénégalais, fait ses études normalement, passe par le lycée, vient à l'université, sort comme par exemple un agent et fait un détournement de biens publics, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est parce que quelque part, l'école a échoué. Mais normalement, l'école devrait produire un type de Sénégalais qui, à la fin de ses études, à la fin, quand il sera un professionnel, doit pouvoir servir ce pays-là avec un désintéressement et avec une conscience citoyenne, patriotique, civique qui est sans faille. Sous l'ère du maquillage, c'est le titre d'un de vos chapitres. Commentez ce titre. Bon, en fait, ce titre-là, j'ai un peu joué sur les mots. Donc, le président de la République, c'est son Excellence, M. Macky Sall. Je pouvais utiliser son nom Macky, comme ça s'écrit, et ajouter Yage. Mais là, quand j'ai mis maquillage, j'ai fait un peu allusion à ce que les femmes font avant de sortir. Exactement. Mais rien ne m'empêche je ne m'adresse à personne. Mais je peux dire ce que j'ai à dire dans ce sujet-là et par rapport à la personne à laquelle le message est adressé ou bien par rapport au système exécutif, je veux dire par là. Donc c'est pourquoi j'ai dit sous l'ère du maquillage pour nommer la gouvernance de son Excellence le président Macky Sall, qui à mon avis n'est pas une gouvernance, n'est pas la gouvernance à laquelle moi personnellement je m'attendais. On nous cache des choses selon vous, on maquille des choses selon vous. Est-ce que nous sommes dans une gouvernance qui se base sur des données, des faits, des financements cosmétiques? Bon, en fait, parce qu'il faudra un peu revenir en arrière quand le président était en campagne, avant son élection. Qu'est-ce qu'il avait promis? Il avait promis un certain nombre de choses. C'est lui-même qui nous parlait de gouvernance sobre et vertueuse. Donc, mais on s'est rendu compte, avec effectivement l'exercice de son pouvoir, on n'a pas assisté à cette gouvernance sobre et vertueuse. Certains même le taquinent en disant une gouvernance sombre et vicieuse. Bon, vous savez, et là, il y a des faits qui, depuis 2012 à nos jours,
montre que nous ne sommes pas dans une gouvernance sobre et vertueuse. L'autre élément, c'est qu'il avait fait un certain nombre de promesses. Il avait dit que quand il sera président, ses ministres ne vont pas dépasser 20. Ça, c'était une promesse de campagne. Exact. Il avait dit aussi que quand il sera président, donc en tout cas, il y aura un certain nombre de choses qui ne vont plus se passer. Mais nous nous sommes rendus compte que ce pourquoi on s'est battu en 2012 pour changer de régime, les mêmes pratiques sont revenues aujourd'hui et parfois même se sont empirées. Donc, alors qu'il s'agit de la gestion des biens publics du Sénégal. Quand on parle de gestion des biens publics de ce pays, on ne peut pas ne pas parler de l'économie. Quand on parle d'économie, on parlera effectivement de la présence des entreprises, notamment de notre économie locale. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus que des entreprises françaises sont présentes sous nos cieux, gagnent les plus grands marchés. Sommes-nous face à un retour de la France-Afrique? Effectivement, nous sommes en face, et ça c'est mon intime conviction, nous sommes en face d'un retour de la France-Afrique. Et pourquoi ça me fait mal? Parce que nous avons un président qui est né après les indépendances. Le président de la République est né en 1961. Exact. En 1961, le Sénégal avait 1 an d'indépendance. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui ne devrait pas, en tout cas, parce que ceux qui ont vécu pendant la colonisation, peut-être un certain nombre même de vécu qu'ils portent en eux et qui fait que ils ont parfois un rapport un peu difficile par rapport à la métropole ou bien aux anciens colonisateurs. Mais nous qui sommes nés après les indépendances, nous n'avons aucun complexe par rapport à vis-à-vis de la métropole. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des Blancs. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de la France. Je ne peux pas comprendre un président qui est né après les indépendances et qui vient, même les acquis que le Sénégal avait sous l'ère de Wade, en termes d'indépendance ou bien même d'autonomisation du Sénégal par rapport à l'ancienne puissance coloniale, c'est des acquis qu'il a remis à la France. La France est revenue en force dans notre système économique, la France est revenue en force dans la gestion même de ce pays-là, à travers un certain nombre d'entreprises qui monopolisent un peu l'économie sénégalaise et qui empêchent véritablement à cette économie-là, parce que quand l'économie est dominée par le système, par les plus grandes puissances étrangères, cela veut dire que nous sommes loin d'être indépendants. Parce que quelqu'un qui est dépendant économiquement, il ne peut pas même être politiquement, socialement, culturellement libre. Donc c'est quelqu'un qui est manipulé, c'est quelqu'un qui est dominé, parce que quand on domine un peuple économiquement, mais les autres secteurs aussi, il sera à genoux. Pourtant, il y a un problème, puisque ce n'est pas la promesse qui nous a été faite. D'ailleurs, on se souvient bien en 2011 et 2012, les médias et même la société sénégalaise étaient quelque peu, en tout cas frustrés et même vraiment sentaient vraiment la fureur en entendant les propos de l'ancien président Abdoulaye Wade. Je l'avais dit, maintenant je me renie. Est-ce qu'aujourd'hui, ne sommes-nous pas en face en réalité d'un régime, d'une république à laquelle le chef lui-même s'est renié? Bon, c'est vrai que à y regarder de près depuis la deuxième alternance, je l'ai dit tantôt dans une question à laquelle je répondais, je pense qu'il y a un certain nombre de faits, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés par l'actuel régime et qui vont dans le sens de ressusciter ce Mawahon Wahed. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été faites. Prenons la simple question du troisième mandat. Mais je pense que c'est une question là qui est d'actualité. C'est une question qui plane sur, en tout cas, l'échiquier politique national. Exact. C'est une question à laquelle on n'a pas trouvé une réponse exacte. En tout cas, les dernières sorties du président de la République ne sont pas rassurantes. Alors que lui-même, sur une vidéo que l'on peut voir, il avait dit que c'était fini pour lui. Il ne peut pas faire plus de 2 mandats, c'est fini. Mais aujourd'hui, la dernière fois, il dit que si je dis que je vais faire 2 mandats, mes ministres ne vont plus travailler. Si je dis que etc. Ça, je pense que ce n'est pas une réponse qui devrait venir, qui devrait être prononcée par un président de la République. Moi, je pense que cette question-là du troisième mandat, la question du nombre de ministres, la question de la gestion sobre et vertueuse, la question comment on appelle ça encore, les transhumants, la question de la transhumance, toutes ces questions-là réunies et une certaine forme de gestion, c'est-à-dire des responsables qui ont été indexés par des rapports faits par des institutions de contrôle de la République,
qui sont indexés et à qui même on a donné des recommandations qu'ils ne puissent plus occuper des postes de responsabilité. Si ces gens-là continuent à occuper des postes de responsabilité, mieux encore, donc cela veut dire que cela veut dire que nous sommes à l'ère encore du wahwahet et du reniement de la parole donnée. Or, jadis, la parole qui comptait chez nous, c'était la parole donnée. La parole donnée était une parole d'honneur. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal a perdu ses repères, oublié les solides fondements éthiques et religieux de la société. Vous avez parlé de l'islam sénégalaisement, dites-vous. Que voulez-vous dire par là? Oui, j'ai dit que l'islam sénégalaisement, parce que tout simplement, j'ai comme l'impression que le Sénégal a son islam particulier. Je ne suis pas islamologue, mais quand même, je suis musulman, je suis pratiquant et je connais quand même ce qui est l'essentiel pour pratiquer ma religion. Exact. Mais j'ai comme l'impression qu'au Sénégal, tout le monde sait que la question de la religion au Sénégal, c'est une question très sensible. C'est vrai que c'est une question sensible un peu partout, mais en particulier au Sénégal. Parce que c'est un islam confrérique. Parce que c'est un islam confrérique, parce que aussi c'est un islam où chacun essaie de tirer de son côté. C'est un islam aussi où aujourd'hui les disciples sont en train de défigurer en tout cas les fondements des fondateurs de ces tarikhas-là. Par exemple, aujourd'hui, chaque disciple tire vers lui. Chaque disciple essaie de positionner son guide. Alors que pour moi, ce n'est pas une question de positionnement, c'est une question de pratique, c'est une question de sincérité, c'est une question de conformité aux textes donc, qui sont là et qui ont été enseignés par le Coran et par la Sunna. L'autre élément, c'est que ce qui s'est passé, par exemple, le dernier mois de Ramadan, je ne vais pas citer de nom ni même mais où on invitait à chaque fois quelqu'un qui appartenait à la tariqa. Et ça peut même créer des problèmes entre les tariqas. Ça peut même créer des problèmes entre les différentes obédiences religieuses au sein même de l'islam. Or, l'islam doit être, les musulmans doivent être une communauté unie et forte pour pouvoir faire face aux défis auxquels ils sont confrontés un peu partout à travers le monde. Maintenant, s'ils sont divisés, ils vont s'affaiblir et ils seront minoritaires, ils seront affaiblis par rapport aux autres idéologies et même aux autres religions. Parlons de l'islam et de la politique. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali avec l'imam Mahmoud Dicko, qui est le responsable moral du mouvement des contestataires. Au Sénégal, nous avons vu des imams, ratib dit-on, souvent en période de fête, Tabaski ou Korité, faire des discours, peut-être parfois pour tresser des lauriers aux autorités politiques, autorités étatiques, et parfois même attaquer certains opposants, certains discours de certains opposants. Quelle analyse faites-vous de cette situation comparée aujourd'hui au rôle important qu'a joué l'imam Dicko aujourd'hui dans ce qui s'est passé au Mali? Vous savez que ce qui s'est passé au Mali avec l'imam Dicko ne peut pas se passer exactement dans un certain nombre de pays, à mon avis, en particulier au Sénégal. Parce que pour pouvoir incarner la figure de l'imam Dicko, il faudra avoir une certaine autonomie, une certaine distanciation par rapport au pouvoir, une certaine liberté. C'est quelqu'un peut-être qu'il a pu avoir cette posture-là parce qu'il n'a pas les mains liées, entre guillemets. Ce qui n'est pas tout souvent le cas au Sénégal. Au Sénégal, on parle de lobby politico-maraboutique. C'est-à-dire que c'est un compagnonnage qui est là bien avant les indépendances, au début des indépendances, et qui s'est renforcé davantage. Exact. Donc entre le pouvoir et la religion, ou bien entre les dirigeants étatiques et les chefs religieux, c'est une relation qui est complexe, c'est une relation qui est sensible et qui fait que parfois chacun de ces deux acteurs-là n'est qu'à la recherche de ses propres intérêts. Les dirigeants vont vers les religieux parce que tout simplement pour se préserver un certain nombre d'intérêts, pour avoir une certaine légitimité. Et aussi les religieux s'adossent au pouvoir pour pouvoir avoir aussi un certain nombre d'avantages. Donc, mais ce qui s'est passé au Mali, je ne pense pas que cela puisse se passer au Sénégal parce que nous n'avons pas le même... L'islam ne fonctionne pas de cette manière-là au Sénégal. C'est pourquoi vous voyez souvent des imams tresser des lauriers aux chefs de l'État, aux hommes du pouvoir, etc., etc. Parce que tout simplement, en dessous, il y a des choses, il y a des intérêts qui sont là, ils sont liés et chacun d'entre eux cherche son intérêt dans sa relation avec l'autre.
C'est pourquoi souvent on assiste à ce genre de choses. Alors que pour pouvoir avoir la posture de l'imam Dicko au Mali, il faudra avoir vraiment une distance par rapport au pouvoir. Il faudra prendre, il faudra avoir une certaine liberté pour pouvoir incarner cette figure-là. Ce qui n'est pas le cas souvent avec nos hommes politiques et avec aussi nos guides religieux au Sénégal. Alors, si nous devons faire une étude quelque peu géopolitique maintenant de ce qui se passe, en tout cas de nos relations avec les pays de la sous-région, et en faisant cette étude géopolitique, nous allons faire un parallélisme peut-être avec l'islam et le tourisme et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali et aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Le Sénégal géopolitiquement n'est-il pas exposé dans ce domaine-là? Bon, on ne peut pas ne pas avoir des craintes par rapport au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement les pays qui frontaliers sont confrontés à ce phénomène-là ce phénomène-là qu'on appelle le terrorisme. Donc cela veut dire quoi? Que cela veut dire que le Sénégal aussi doit prendre ses gardes, doit prendre des mesures, doit être en alerte pour pouvoir faire face à ce phénomène-là, au terrorisme, parce que les terroristes, ils peuvent frapper à tout moment et à tout temps. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Sénégal aussi s'était préparé pour pouvoir faire face au terrorisme, parce que le Mali, le Niger, le Burkina, donc même parfois la Mauritanie, ce sont des pays qui sont souvent victimes de terrorisme. Mais nous avons quelque part, bon, ce n'est pas une question de naïveté, mais nous pouvons aussi, parce qu'au Sénégal aussi, nous avons, en tout cas, au niveau même de la religion, de l'islam, il y a une manière, notre islam, si on peut parler ainsi, les Sénégalais d'habitude ne sont pas des gens qui peuvent parfois faire ce genre de pratique. Je ne dis pas que parce que les produits, parfois, souvent, c'est des gens qui peuvent venir de l'étranger pour venir frapper. Ça dépend des intérêts qu'ils ont ou bien des choses qu'ils veulent provoquer. Mais je pense que le Sénégal n'est pas carrément à l'abri, mais bon, jusque-là, Dieu nous sauve et prenons aussi nos gardes pour pouvoir faire mieux face à ce phénomène-là. Ngor Dieng, après avoir dépeint la société sénégalaise en mettant à nu ces mots, vous nous avez en tout cas montré dans votre dernier chapitre en nous traçant des itinéraires, peut-être qui existaient déjà. Vous avez parlé du périple africain de De Gaulle d'août 58, de la crise politique de Sando au Sénégal, pour le doyen Amédi Alidjan, Cheikh Anta Diop et notre génération, mais également vous avez fait un hommage à votre maître, dites-vous, Aminata Diaw Cissé, et enfin un hommage à Sidi Lamine Niasse, un intellectuel au cœur du Sénégal. Comme si, après avoir dépeint, après avoir mis à nu, vous faites un rappel des valeurs, des personnes sur qui peut-être nous devions pouvoir compter, des personnes référentielles. Oui, c'est vrai que celles sur lesquelles je suis revenu, la liste est loin, je peux dire que la liste est loin d'être exhaustive. Mais c'est des exemples que j'ai essayé d'apporter pour un peu illustrer l'illumination aussi que peuvent comporter le Sénégal à travers ces figures historiques, ces figures religieuses, politiques, intellectuelles, culturelles, qui sont des sources d'inspiration. Et c'est sur ce fait-là que je suis parti du périple de De Gaulle d'août 1958, parce que ça, c'est un événement essentiel. Exact. Donc, nous devons aussi revisiter notre histoire, parce que c'est ça qui nous permettra de mieux savoir qui nous sommes. Notamment l'histoire de 1962. Voilà, notamment l'histoire de 1962, mais même avant 1962, parce que la visite de De Gaulle en Afrique en août 1958 était d'une importance capitale. Il fallait que les pays, les anciennes colonies se déterminent par rapport à l'indépendance. S'ils veulent rester dans la communauté franco-africaine ou bien s'ils veulent prendre immédiatement leur indépendance. Et c'était le cas de la Guinée qui a pris immédiatement son indépendance et qui a été victime aussi de l'ostratisme français pour ne pas... Et c'était une manière de barrer la Guinée pour qu'il ne puisse pas servir d'exemple aux autres pays africains. C'est une question importante parce que ça pose la question de l'indépendance. Est-ce que nous sommes réellement indépendants en étant dans la communauté franco-africaine ou bien notre indépendance devrait découler de ce qu'on vote non et qu'on se sépare de la France immédiatement et automatiquement? Ça, c'est une question importante. En tout cas,
ce périple-là ou bien ce référendum-là a eu des répercussions jusqu'encore dans nos jours, dans la réalité de nos pays. L'autre élément, c'est la crise de 1962 au Sénégal, qui est pour moi l'événement de référence, en tout cas dans l'histoire politique du Sénégal, l'événement à l'issue duquel le Sénégal a pris une autre tournure. Et aux conséquences qui continuent toujours d'être ressenties au niveau même du fonctionnement de notre pays. Je pense que si le tandem Senghor-Dia avait perduré, le Sénégal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y aura un certain nombre de pratiques qui n'allaient pas exister aujourd'hui et un certain nombre de comportements qui ne feront pas partie de notre quotidien. Mais malheureusement, cette rupture a été brutale, cette rupture a été brusque, cette rupture a été aussi malheureuse pour l'avenir du Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'à partir de ce moment-là, les forces du mal ont eu raison des forces du bien et ce qui semble nous poursuivre jusqu'à présent. Malheureusement. Je suis revenu aussi sur Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, c'est le parrain de l'université Cheikh Anta Diop de l'université de Dakar. C'est quelqu'un qui a défendu la race noire, si on peut parler ainsi. C'est quelqu'un qui a défendu l'Afrique. C'est quelqu'un qui a rétabli l'histoire en faisant de l'Afrique le berceau de l'humanité à travers des preuves scientifiques. Donc c'est quelqu'un qui a redoré la dignité, le blason à l'Afrique, et qui a redoré la dignité de l'homme noir, la dignité de l'Africain. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit apprendre davantage à mieux connaître, pour pouvoir nous situer par rapport à lui, pour pouvoir aussi perpétuer son œuvre, mais pour pouvoir aussi aller au-delà, pourquoi pas, de ce qu'il a dit, parce qu'il l'a dit depuis des années, alors que les réalités d'aujourd'hui aussi peuvent être réadaptées par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Je suis revenu aussi sur le cas d'Amadi Alidien et j'ai dit quelque part que c'est quelqu'un qui m'a personnellement beaucoup marqué, et ce qui est une source d'inspiration pour moi, qui est un modèle pour moi, en tout cas un modèle intellectuel. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, qui aimait le savoir et qui aimait dire que si nos pays sont dominés, c'est parce que tout simplement c'est dû au fait que ceux qui ont dominé nos pays se sont basés seulement sur le savoir. Donc, cela veut dire que nous devons aller à la quête du savoir, comme le disait Cheikh Anta Diop. Nous devons nous armer de science jusqu'aux dents. Cela va nous permettre, parce que ceux qui nous ont dominés se sont basés sur le savoir. Si nous voulons faire face à aussi, nous devons cultiver le savoir, nous devons cultiver la connaissance, nous devons cultiver la science pour pouvoir mieux faire face à eux. Et enfin, je suis revenu sur mon maître, Aminata Diaw Cissé, parce que c'est quelqu'un qui m'a enseigné à l'université. C'est elle qui m'a encadré quand j'étais en année de maîtrise. Et qui a beaucoup fait aussi pour les étudiants qu'elle a enseigné à l'université. Et enfin, je suis revenu sur Sidi Lamine Niasse, qui est un personnage entre guillemets controversé, mais malgré la controverse, on peut lui reconnaître quand même un certain nombre de qualités qui font de lui un modèle, qui font de lui un patriote, qui font de lui aussi un Sénégalais digne et un digne fils du Sénégal et un modèle aussi pour la jeunesse sénégalaise et pour la jeunesse africaine. Je rappelle juste que Ngor Dieng est natif d'Ondondol dans la région de Diourbel au Sénégal. Il est philosophe de formation et psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Il prépare actuellement une thèse de doctorat unique en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il est également chargé de cours de philosophie et de psychologie. Il a déjà publié Du destin d'un peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique aux éditions L'Harmattan Sénégal. Ngor Dieng, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur votre nouvel ouvrage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Top, et vous encourage vivement pour le travail que vous êtes en train de faire au niveau de l'Harmattan Sénégal. Je remercie aussi les autorités de l'Harmattan et toute l'équipe de l'Harmattan Sénégal. Merci beaucoup Ngor Dieng. Chers internautes, cet ouvrage est disponible à travers le site L'Harmattan Sénégal, mais également ici à la librairie L'Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.